Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles en tout cas sur votre chaîne Web Info TV. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous parlons toujours de cette question d'insécurité et du processus électoral en République démocratique du Congo. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Christophe Moïsa. Il est activiste au sein du mouvement citoyen Filimbi. Avec lui, on va partager le point de vue et surtout ce qui concerne l'insécurité, mais aussi le processus électoral. Monsieur Christophe Moïsa, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, quelle est votre inquiétude d'abord, vous, en tant qu'activiste, par rapport à cette question d'insécurité sous état de siège, alors que nous allons déjà vers les élections? Il y a certains territoires, notamment Rutshuru et Massissi, qui n'ont pas eu jusque-là, il n'y a pas eu enrôlement jusque-là dans ce territoire. Qu'est-ce que vous craignez, vous? Bon, merci beaucoup. Vous savez que la question sécuritaire a toujours refait surface à chaque fois que nous entamons un cycle électoral. Vous vous souviendrez que en 2006, juste après la proclamation des élections par la CI, à l'époque de Malou Malou, il y a eu déclenchement de la guerre du CNDP avec Laurent Nkunda. En 2011, après la proclamation également du président Kabila comme pour son deuxième mandat, il y a eu déclenchement de la rébellion du CNDP, du 1-23. Et malheureusement, en 2018, et encore après les élections qui ont amené le président Tshisekedi au pouvoir, il y a eu encore déclenchement d'un deuxième épisode du 1-23. Et cela prouve à suffisance que nous n'avons pas été responsables à nous-mêmes d'assumer nos responsabilités comme État, notre souveraineté, mais également de réformer notre armée tel que ça a été décidé dans plusieurs accords, mais également dans plusieurs traités, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Alors ma crainte pour ce cycle électoral paraît un peu plus comme une analyse à prendre ou à laisser par nos auditeurs ou nos téléspectateurs. Et ici, c'est un souci majeur de voir que nous nous contentons seulement d'organiser des cycles électoraux sans pour autant tenir compte des différentes contraintes qui se succèdent à chaque fois que nous voulons entamer un cycle électoral. Rutshuru, avec tous les risques possibles de ne pas qu'il n'y ait pas des élections dans ce territoire, à Massissi et une bonne partie de Nyiragongo, mais également si nous élargissons les champs d'insécurité, vous vous souviendrez que même à Kwamut, dans la province de Maïndombe, il n'y a pas eu également enrôlement. À Kinshasa, il y a une grande criminalité qui bat record, jusqu'à ce que ça nous a amené à ce crime odieux de Chéribé Okende, où plusieurs enquêtes sont en train d'être menées. Il y a également l'appel aux enquêteurs internationaux pour élucider les circonstances de la mort de ces députés nationaux en fonction, mais également du ministre honoraire. Et nous nous posons la question, si cela pourrait arriver à une telle personnalité, un député national, ministre honoraire, à plus forte raison les paisibles populations qui vivent dans l'Est, à Nituri, à Beni, à Rutshuru, à Massissi. Et nous sommes sous état de siège, où nous avons un régime spécial, et nous nous posons la question, pourquoi avoir décrété l'état de siège? Pour le président de la République, c'était une mesure idoine pour trouver la solution au problème d'insécurité. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Et il y a sous forme d'une certaine, comment je dirais, une honte de la part et du Parlement, constitué majoritairement par les députés qui soutiennent le président de la République, et de l'autre côté, les mêmes exécutants de l'état de siège qui se disent finalement nous avons échoué, mais nous avons du mal à l'avouer et à dire ouvertement au peuple congolais, au président de la République, veuillez nous remplacer et revenons à l'ordre constitutionnel parce que nous n'avons pas été à mesure de vous rendre les services auxquels vous nous attendez. Et cette situation perdure, plus de 2 ans après, l'état de siège n'a pas produit de fruits. Je doute fort qu'on avait décrété l'état de siège pour qu'on mobilise des recettes. Non, parce que c'est l'une aussi des justifications de ceux qui exercent dans l'état de siège, ce qui est totalement en désaccord avec les attentes de la population. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte de cessez-le-feu. On ne sait pas si ce cessez-le-feu va prendre combien de temps. Il n'y a plus des affrontements entre les FARDC et les 1-23. On nous a promis l'organisation de la table ronde pour évaluer l'état des sièges et nous permettre à ce que
nous puissions avoir, est-ce qu'il y aura maintien de l'état de siège, est-ce qu'il y aura réqualification de l'état de siège, ou carrément il y aura levée de l'état de siège. Peut-être que ça sera fait avant les élections. Ces travaux préparatoires qui ont été organisés depuis les mois, je crois, entre mai et fin juin, on nous a promis que ça serait mis en application en mi-juillet. Mais nous tendons déjà vers la fin du mois de juillet. On n'a pas toujours ces tables rondes. Est-ce que c'est une manière de dire aux populations du Nord Kivu que votre situation ne nous concerne pas et nous nous concentrons sur les élections et vous allez vous débrouiller? Ce sont des analyses que j'ai faites, mais également... Vous craignez qu'il n'y ait pas élection, je veux dire qu'il n'y ait pas un gouverneur civil voté s'il n'y a pas élection dans les territoires de Rutshuru et Masisi, s'il n'y a pas de députés provinciaux qui viennent de là? Bon, nous allons entamer cette question un peu après, mais nous devons nous focaliser d'abord sur les faits sociaux. Si vous prenez par exemple les aspects sociaux, il y a une crise humanitaire, alimentaire également qui s'observe dans la ville de Goma, où les greniers de cette province qui produisent avec la montée les denrées agricoles, vous avez les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi, aujourd'hui qui sont sous occupation des rebelles, également avec la complicité de l'EAC. Nous n'avons plus accès à des denrées alimentaires. On est obligé de recourir vers les Rwandais parce qu'on est des pays limitrophes. Vous avez des problèmes des activités agricoles, des femmes, enfants et vieux qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps de déplacés, qui ont tout abandonné. Vous imaginez les gens qui ne vivaient que de l'agriculture et de l'élevage. Aujourd'hui, ils se retrouvent abandonnés dans des camps de déplacés où leurs conditions humanitaires se détériorent de temps en temps avec les épidémies, avec le manque, la malnutrition. Et ça, c'est extrêmement grave. Malheureusement, il n'y aura pas de rentrée scolaire en septembre parce qu'on ne sait pas d'abord qu'est-ce qui est défini sur le plan politique et diplomatique en fait que ces enfants qui, d'ailleurs pour Rutshuru, ils ont déjà raté des ans durant, les activités académiques, les étudiants ne savent plus comment revenir à l'école et l'ensemble de toutes ces inquiétudes nous prouve à suffisance qu'il y a un certain abandon qui s'est déjà observé et cela frise une certaine complicité de nous qui sommes à Goma et à Kinshasa et de nos représentants qui sont des députés, malheureusement, qui ne voient pas la dangerosité de cette question. Est-ce que nous pouvons aller aux élections dans ce contexte? C'est à nous de décider ici, mais entre élections et sécurité, qu'est-ce qui est prioritaire? Tout est prioritaire, mais est-ce qu'il y a la priorité des priorités? Est-ce que vous donnez raison au député national Hubert Fourouta qui avait estimé qu'il ne fallait pas organiser les élections, il fallait qu'il se concentrait à cette question d'insécurité? Non, il fallait d'abord qu'on se pose des questions. Pourquoi il y a insécurité? Parce qu'aujourd'hui, si on peut faire des analyses un peu plus aléatoires, il faut, nous sommes en face de quel groupe supplétif devant nous? On a indexé les Rwandais à travers les M23, mais est-ce que cela justifie que nous n'ayons pas la paix? Est-ce que cela justifie qu'il faut négocier en face des FARDC? Est-ce que c'est un aveu d'échec de dire à la face du monde et au peuple congolais, nous sommes incapables de nous battre contre les M23 et du coup nous demandons l'aide militaire extérieure? Comme cette aide est venue, qu'est-ce qu'elle devra faire? Vous imaginez en face des FARDC, avec plus de 10 000 militaires dans la zone ici, on y ajoute les casques de la MONUSCO, il y a également l'EAC, vous comprenez, malheureusement qui nous ont dit qu'ils ne se sont pas venus se battre, et ils sont là pour le maintien de la paix, au même titre que la MONUSCO. Vous avez les Wazalendo, qui ne comptent pas vraiment pas moins de 3 000, j'estime, et on nous a promis que la SADC viendrait, mais également, nous avons ce dont on appelle des mercenaires ici. Ici, ce sont des instructeurs ou des mercenaires. On n'en sait pas encore trop parce qu'il n'y avait pas de débat à l'Assemblée pour nous dire quelle serait effectivement la mission de ces blancs que nous voyons. On ne sait pas les identifier, mercenaires, instructeurs, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on peut vraiment nous déduire que toutes ces forces militaires en place ici sont incapables de se battre contre les M23?
les M23 sont à combien et ils ont quelle capacité de nuisance pour qu'ils ne soient pas pris en tenaille par toutes ces forces en fait de les éradiquer sur le plan militaire. Premièrement, si on veut éviter les pires et les massacres des populations civiles, est-ce que vraiment la diplomatie de Fachi n'a pas réussi à exercer une pression et une contrainte à Kagame et ses supplétifs pour que les M23 se retirent? Et si on commencerait le processus, à travers des malheureusement, ça ne produit pas. Ça ne produit pas parce que jusqu'aujourd'hui, le fait que je suis en train de vous présenter, les populations ne rejoignent pas leur village, les enfants n'étudient pas, les étudiants n'étudient pas, on n'exerce pas les activités administratives à Bunagana malgré que le gouverneur militaire, dans les semaines qui viennent de se passer, il avait instruit tous les services administratifs et les régies financières à commencer à exercer à Bunagana et dans toutes les localités où l'autorité devrait être installée. Malheureusement, vous imaginez, c'est qu'on a déjà cédé une partie de notre territoire au M23 dans une façon où il n'y a pas ni dialogue, ni guerre, et on observe un cessez-le-feu naïf, et voilà la conséquence à laquelle nous sommes heurtés. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon vous si, au cas où il n'y a pas élection, au cas où les députés provinciaux de Rutshuru ne sont pas, je vais dire, élus ou ils ne sont pas votés et qu'il n'y aura pas peut-être l'Assemblée provinciale comme l'inquiétude qu'avaient donné les députés Kassekwa. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer selon vous au cas si cette situation arriverait? Hormis des analyses un peu plus politiques liées à toutes les revendications ou les déclarations fondées de l'honorable Kassekwa, on les taxerait d'être un peu beaucoup plus intransigeants, radical, mais moi je pense que c'est tellement justifié. Vous imaginez, nous sommes dans une province où les communautés vivent déjà à couteau tiré. Alors de telles élections, ce sont des élections qui nous permettent de fédérer encore nos efforts, de nous mettre encore ensemble et de discuter sur des questions prioritaires de notre province, en fait que c'est à qui nous allons jeter notre dévolu aux élections nous apporte des solutions. Non seulement les populations ne se sont pas fait enrôler à Rutshuru, à Massissi, et dans une partie de Nyiragongo, mais également ils ne participeront pas aux élections. Et vous savez qu'il y a certaines communautés qui sont attachées aux communautés rwandophones, à qui on taxerait de ne pas être des communautés congolaises. Et ici, nous voulons cautionner cette bêtise, cette erreur, parce que nous n'avons pas été à mesure de gouverner notre pays en tenant compte de tous ces événements, de tous ces aspects un peu plus communautaires. Quelles seront maintenant les conséquences? C'est un grand risque. La conséquence sera laquelle? On est sous état de siège. Aujourd'hui, moi, je pense que pour les candidats ou les ambitieux candidats aux élections provinciales, en tout cas, ce n'est pas une manière de vous décourager, mais le premier combat aujourd'hui devrait être un combat pour la levée de l'état de siège. Parce que si on maintient l'état de siège et qu'on organise les élections dans ce contexte ici, en tout cas, je doute fort qu'ils siégeront à l'Assemblée provinciale. Les territoires... Il n'y aura pas un gouverneur élu. Absolument. Je vous donne un peu des analyses simples. Le territoire de Massissi produit 7 députés à l'Assemblée provinciale. Le territoire de Rutshuru produit 8 députés. Le total, ça fait 15. Nyiragongo en produit également 2. Ça fait 17. Et comment? L'Assemblée provinciale, Goma, au moins Goma est encore sous l'abri. Si on peut prendre la totalité des députés qui constituent notre Assemblée provinciale, nous sommes à 48. Ces 48, il y a 2 qui sont optés. C'est-à-dire on est à 46. Vous comprenez? À part les 2 qui doivent être cooptés par les bureaux de l'Assemblée provinciale. Et si les 46, vous y soutirez 17, vous êtes aux environs des 28. Vous comprenez? Alors, les 28 seront constitués uniquement d'une seule communauté. C'est parce qu'il y aura simplement les élections à Goma, où on doute fort que certaines communautés se retrouveraient auraient la possibilité d'élire l'un de leurs à Goma. Nous aurons des élections à Walikale qui produit des députés. On aura les élections uniquement à Lubero, dans les territoires de Lubero, dans la ville de Beni et Butembo. Et du coup, c'est ça la communauté majoritaire. Et on risquerait de ne pas investir cette assemblée provinciale parce qu'elle sera mono-ethnique d'une manière. La plupart des députés de Rutshuru ne seront pas là alors. Ceux de Rutshuru, carrément, ils ne seront pas là. Alors vous comprenez? Alors, si une assemblée composée de 48 députés
il y a des qui sont optés. C'est que nous restons avec 46. Parmi ces 46, il y a des states qui ne vont pas siéger parce qu'il n'y a pas eu d'élection dans leur zone. La conséquence sera soit on attendrait le jour où on organisera les élections dans ces zones-là, dans ces contrées-là, pour qu'on maintienne et le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, afin qu'il en ressort un gouverneur qui sera légitime et qui sera accepté de manière consensuelle par toutes les autres communautés, comme ça s'est fait toujours. Ou les députés provinciaux qui sont là aujourd'hui, on va proroger leur mandat, si on peut le dire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mais politiquement, c'est justifiable parce que vous vous souvenez qu'en 2006, on avait 2006-2007, on avait organisé les élections provinciales qui avaient sorti Julien Paluku comme gouverneur de province. En 2011, où on avait, au lieu d'organiser 3 élections, on en avait organisé seulement 2, les élections présidentielles et la députation nationale. Il n'y avait pas d'élections provinciales. Jusqu'à ce que les gouverneurs giliens et les autres gouverneurs de l'époque ont eu un double mandat, plus le bonus de 2 ans, ce qui les a menés jusqu'à un mandat de 12 ans avec les députés provinciaux. Donc, tous ces risques, nous sommes en train de les analyser et nous poser finalement la question. Nous devons premièrement respecter les délais constitutionnels parce que je les lis dans un communiqué du CLC qui évoque également tous ces problèmes. Et ces problèmes, nous pouvons les gérer si nous sommes sages. Que ceux qui sont au pouvoir ne pensent pas qu'ils sont experts et ils sont supérieurs à d'autres personnes et qu'ils ont le pouvoir absolu de décider sur le devenir et l'avenir de notre pays. Mais s'ils se laissent un peu flexibles, on peut s'appeler tous comme des Congolais, on se met autour d'une table parce qu'une bonne partie de l'opposition notamment est décidée à refuser de participer à ces élections tant qu'il n'y aura pas l'audit du fichier électoral. C'est une question très importante, mais qui n'est pas vraiment capitale à notre niveau. Parce que même si on organisait cet audit du fichier électoral, il ne sera pas non plus global. Il ne sera qu'un audit, je dirais, discriminatoire. Et nous ne voulons pas aller aux élections discriminatoires où une partie de notre province ne sera pas représentée. Si la CENI se fie à ces revendications, il ne va pas respecter le délai. Non, le délai peut toujours être respecté. Parce que c'est une question de volonté. Vous imaginez aujourd'hui l'enrôlement est déjà fini un peu partout au Congo. Et si toutes ces machines, on les concentrerait à Massissi, et à Rutshuru et à Kwamoutou, ça ne prendrait pas des semaines. Il suffit seulement qu'on ordonne les partenaires militaires de la RDC, notamment l'EAC, qui exerce au moins une certaine sécurité des civils, et qu'on ouvre ces couloirs-là aux populations pour qu'ils aillent se faire enrôler dans leurs milieux respectifs, et qu'on les rassure la protection. Dans un milieu de sécurité, ce n'est pas possible. C'est ce que je vous dis. Est-ce qu'on nous dira que l'EAC, la MONUSCO, les Ouazalendou et la SADC qui est en cours ne seront pas vraiment à mesure de sécuriser notre population pour qu'ils participent à ces élections? Voilà un peu nos inquiétudes. Ou soit qu'on nous dise que notre sécurité, nous la sous-traitons et nous la laissons à la responsabilité des autres États. Et là, on conviendra ensemble que notre État a démissionné de ses responsabilités et il n'a plus sa raison d'être. Ils doivent tous partir et organiser, si possible, une transition maintenant de 2 ans avec des hommes intègres qui seront capables de relancer ces pays sur de bonnes bases. Parce que ceux qui sont là, ils ont déjà prouvé leurs insuffisances. Vous imaginez, vous êtes dans un pays où, en pleine capitale, il y a des enlèvements qui s'organisent. En pleine capitale, des assassinats. En pleine capitale où on vend des organes, des êtres humains. C'est extrêmement grave. Alors, si la capitale elle-même n'est pas sécurisée, qu'en est-il des autres parties du territoire national? Est-ce qu'on se souviendra de ce qui se passe à Rutshuru? On se souviendra de ce qui se passe à Nitori. Donc, moi, peut-être mon dernier constat, c'est de dire, si ceux qui sont au pouvoir aiment réellement le Congo, nous devons ouvrir les portes de dialogue, nous appeler tous comme des Congolais et discuter sur des questions cruciales qui nous guettent. Ça nous permettra de relancer ces pays. Mais si nous endurcissons nos cœurs, en tout cas, ces pays courent un grand risque d'implosion et ça risque de nous retarder encore sur le plan de développement, mais également sur le plan de ces changements que nous tous nous voulons voir. Merci beaucoup, M. Christophe. Nous sommes en train de chuter dans cette émission. Au regard de ce qui précède, quelle est votre conclusion en 30 secondes, peut-être de recommandations par rapport à ces questions et aussi un appel patriotique? Bon, mon appel à moi, c'est que le pays nous appartient à nous tous.
il n'y a pas de Congolais plus supérieurs que d'autres. Ouais. Mais il y a seulement ceux qui occupent certains postes de responsabilité et qui ont ce devoir-là de nous protéger. Et nous ne devons pas les laisser faire parce que c'est nous qui souffrons. Et si nous nous mettons tous ensemble, il y a possibilité de trouver des solutions à nos problèmes. S'il y a ceux qui pensent qu'ils sont plus supérieurs que d'autres, c'est là ça va encore engendrer cette crise de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas non plus de légitimité. Et quand il n'y a pas de légitimité, c'est chacun qui va chercher à se prendre en charge et ce pays risquera une grande implosion. Donc pour moi, l'unité, la cohésion nationale et l'unité nationale sont les valeurs fondamentales à protéger tous ensemble pour que nous puissions nous rassurer que nous sommes en train de bâtir un pays plus beau qu'avant. Sans cela, en tout cas, ce sont les autres qui vont s'accaparer de ces pays et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Merci beaucoup, Christophe. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est la fin de cette émission. J'ai eu le plaisir de recevoir Christophe Mouissa. Il est activiste au sein du mouvement citoyen Filimbi. Et je vous fixe notre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Merci.